La personne a postulé, elle est intéressée pour venir chez nous. Non, la personne, elle a postulé parce qu'elle est intéressée, elle est intriguée par le poste. Elle ne va pas forcément venir chez toi. Les gens oublient trop souvent que l'entretien, en fait, c'est vraiment les deux phases. C'est le candidat doit séduire l'entreprise et l'entreprise doit séduire le candidat. On arrive vraiment sur ce côté date, qu'on doit avoir cette rencontre amoureuse et ce match qui doit se créer. Et ce match, tu ne peux pas le créer si jamais tu ne crées pas de l'environnement qui peut favoriser justement cette liaison. Le mouton à 5 pattes. Bonjour à tous et bienvenue dans le Mouton à 5 pattes, le podcast où on parle du vrai monde du travail. Pas celui des slides parfaits ou des CV calibrés, non, le vrai. Ici, on met les mains dans le cambouis. On parle de parcours atypiques, de galères qui forgent, de réussites inattendues et de ces moments charnières où tout bascule. Je suis Stéphanie Renier, cofondatrice de Gentis, et j'ai toujours eu un faible pour ceux qui ne rentrent pas dans les cases, parce que moi-même, je ne suis jamais rentrée dans aucune. Ceux qui dérangent un peu, qui osent, qui tombent, mais qui se relèvent toujours avec le sourire, et souvent avec une bonne leçon. Parce qu'au fond, soyons honnêtes, ce sont les moutons à 5 pattes qui changent les règles du jeu. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Nicolas Pazetti. Nicolas, merci d'être avec nous. Merci à toi de m'accueillir. Nicolas, tu es donc le directeur marketing chez I2O at Work. Correct ? Exactement, c'est exactement ça. Top. Directeur marketing et donc spécialisé dans le monde des RH, marque employeur. On va commencer directement, on va se lancer dans le sujet, Nicolas. Si tu le permets, pourquoi déjà une agence de marketing RH a vu le jour ? Oula, mais en fait, c'est le côté marketing RH, il est venu avec le temps parce qu'il n'est pas si vieux que ça, mine de rien, même si le travail de la marque Non. employeur est très vieux aujourd'hui parce que ça fait des années et des années. Moi, j'ai monté une agence de communication RH il y a 14 ans maintenant, qui s'appelait eTeam, qui a intégré le groupe I2O at Work. Et cette agence de communication RH, elle fait ce qu'on fait habituellement, c'est de l'achat média et de la communication marque employeur. Et avec le temps, on s'est aperçu que, en gros, il fallait changer le paradigme et faire en sorte que le candidat collaborateur devienne une forme de client pour les RH et donc pour l'entreprise. Et nécessairement, qu'est-ce qui drive le plus, qu'est-ce qui encadre le mieux pour s'en occuper que le client, que le marketing, rien d'autre. Donc du coup, il fallait juste adapter les systèmes du marketing au marketing RH, en faire un marketing RH. Et c'est un petit peu ce qu'on a fait depuis maintenant 6-7 ans. On a un petit peu structuré tout ça à travers une méthodologie, à travers tout un système, toute une manière de faire pour pouvoir se servir des outils marketing au service justement du RH et de la gestion des collaborateurs, des candidats. Donc ça n'a pas été construit sur ce modèle-là, mais en tous les cas, ça l'est devenu et aujourd'hui, c'est un mindset de fond qui est intégré au sein de l'ensemble de la structure et au sein de l'ensemble des projets qu'on travaille avec nos clients. Top. Et justement, à quel moment un client fait-il appel à toi ? Les clients, ils font appel à nous pour tout aujourd'hui. Aujourd'hui, on gère énormément de clients, on gère des gros, des petits, on gère des très gros, on gère des très petits. Ils font appel à nous souvent parce qu'ils ont des problématiques de communication. C'est-à-dire qu'ils vont vouloir travailler sur leur marque employeur. C'est très souvent pas forcément très clair. C'est rare que les besoins soient vraiment clairs. Ils arrivent avec un besoin qui est, je sais pas, de retravailler leur site carrière, un besoin de retravailler leur marque employeur, travailler leur signature RH, d'être plus présent, d'être plus visible, d'être plus attractif ou des choses comme ça. Mais ils n'ont pas forcément calibré le besoin en tant que tel. Ou pas trop souvent, ou souvent, en fait, ce qu'on va découvrir, c'est qu'on va découvrir qu'il y a d'autres choses qui sont derrière et qui doivent être un peu plus travaillées. Parce que travailler des morceaux, c'est une bonne chose. Travailler un petit peu son site carrière, travailler sa marque employeur, c'est une bonne chose. Mais encore faut-il en fait avoir des bases qui soient saines et qui soient solides. Et c'est là en fait où on intervient. On intègre la méthodologie de travail pour pouvoir justement essayer d'organiser l'ensemble des demandes et des missions qu'on va faire au sein de l'entreprise de manière vraiment impactante et pérenne. Parce qu'encore une fois, faire un site carrière, c'est une bonne chose. Mais si on dit juste, tiens, j'ai besoin que tu me refasses mon site carrière et je le refais, ça aura peu de sens que si on étudie un petit peu pourquoi, comment, qu'est-ce que représente l'entreprise, quelles sont les cibles qui sont données et comment on va pouvoir justement organiser ce site pour qu'il puisse répondre au mieux d'un point de vue UX et contenu
aux attentes des personnes qu'on veut toucher. Chez Weagly, on ne croit pas à l'automatisation froide. Notre IA comprend vos besoins, vos valeurs et vos cultures d'entreprise. Elle ne remplacera pas votre jugement, elle le renforce. Weagly, c'est la technologie au service de l'humain. Et tout d'abord, je vais revenir un tout petit peu en arrière parce que tu parles au tout début de signature RH. Ils vont retravailler la signature RH. C'est quoi? Ça consiste en quoi, ça? La signature RH, en fait, ta base de marque employeur, on va dire. Tu vois, ça va être ta base de marque employeur. Quand tu travailles ta marque employeur, en fait, il y a plusieurs choses. La première des choses, c'est que tu dois, déjà, quand tu travailles ta marque employeur, tu dois te connaître. Si tu ne te connais pas, ça ne peut pas marcher. Trop souvent, les gens, en fait, ont l'impression qu'ils se connaissent, mais ils se connaissent mal. Parce qu'ils se connaissent à travers ce que veut le dirigeant, ce que veulent les CEO, les dirigeants, les chefs d'entreprise. Ils disent, ah tiens, mon entreprise, elle est comme ça, elle a telle valeur, elle a tel ADN, elle a telle culture. Ok, très bien. Sauf qu'au bout d'un moment, l'ADN et la culture et la valeur d'une boîte, elle échappe un peu au dirigeant. Elle est toujours insufflée par le dirigeant, mais elle lui échappe un peu parce qu'elle appartient à tout le monde. Donc déjà, il faut déjà un petit peu se connaître et savoir vraiment qu'est-ce qu'on peut représenter, qu'est-ce qu'on peut proposer en termes d'aventure. Une fois que tu sais ce que tu peux proposer en termes d'aventure, il faut que tu saches qui est ce que tu veux toucher. C'est les deux choses qui sont les plus importantes. Parce que trop souvent, c'est pareil, on recrute aujourd'hui des postes, mais on ne recrute pas des profils. Or, tu es dans un monde où aujourd'hui, les profils sont plus nécessaires que les postes. D'autant plus avec une évolution qui se base sur le SBO, tu vois, sur le Skills Based Organization, qui vont faire que demain, en fait, ton poste sera à peu près, n'aura pratiquement plus de sens. C'est-à-dire qu'il faudra que tu le co-construises au fil de l'eau avec ton développement de tes compétences qui iront avec le développement de ta boîte en tant que telle. Et donc, ça veut dire que tu dois tu dois recruter au départ des personnes qui correspondent plus à qui tu es et qui ont une structure de base qui est correspondante avec l'évolution que tu vas vouloir donner à ta boîte. Donc, une fois que tu sais qui est ce que tu es, une fois que tu sais qui est ce que tu veux potentiellement recruter, à ce moment-là, tu sais quels sont les éléments qui sont cross, c'est-à-dire quels sont les sujets qui vont faire que tu vas avoir un match. Recrutement, une vie d'entreprise, c'est une rencontre amoureuse, c'est une vie amoureuse, c'est exactement la même chose. Et donc, du coup, tu sais exactement, quand tu sais les matchs, quand tu sais les zones de croisement, à ce moment-là, tu les travailles. C'est là où tu crées ta signature RH. Ta signature RH, elle doit correspondre à un territoire graphique, à un environnement visuel qui est généralement adapté à qui est-ce que tu es. Et elle doit travailler des signatures, donc des wordings, des claims, des punchlines et ainsi de suite, qui correspondent en fait à ce que tu veux proposer à tes potentiels futurs collaborateurs et à tes candidats. Donc, les deux, ça te donne ta signature RH, c'est-à-dire que ça te donne une vision de tout ce que tu vas pouvoir communiquer et quel va être justement ton stamp, ta signature, qui va être vraiment identifiable en termes de contenu RH par rapport aux personnes que tu veux toucher à l'externe, mais surtout aussi à l'interne. Parce qu'on a toujours tendance à penser signature RH, marque employeur, communication à l'externe, mais les entreprises oublient trop souvent en fait que les premières personnes qui voient ces communications, c'est des personnes qui sont à l'interne. Exactement. Et ça, tu vois, c'est des grosses problématiques. Et quand tu travailles la marque employeur, t'expliques aussi ce genre de choses. C'est-à-dire que les gens, en fait, la base de la base, c'est quand tu fais ton offre d'emploi. Quand tu fais une offre d'emploi, la première des choses, c'est que tu fais ton offre d'emploi pour l'externe. Et tu oublies toujours, en fait, de penser à l'interne. Parce que les premières personnes qui vont voir ton offre d'emploi, c'est l'interne. Donc, si jamais tu te plantes, si jamais tu n'es pas suffisamment honnête, si jamais tu n'es pas transparent, si jamais tu donnes des mauvaises infos ou quoi, tu te mets le feu pour rien, alors que tu avais fait une offre d'emploi qui était dirigée vers d'autres personnes initialement. Donc, tu vois, quand tu fais de la com, il faut toujours penser à l'interne, même si tu ne fais pas de com interne. Mais c'est surtout parce que, donc du coup, tu parles beaucoup de marque employeur, mais effectivement, si l'interne ne vit pas ce qui est communiqué en externe, ça devient compliqué, quoi. Et ça, c'est souvent, c'est ce qu'on a déjà, nous, souvent remarqué aussi dans le milieu du recrutement, c'est que le client, on arrive en réunion, le client nous dresse un portrait assez idéal de la situation de l'entreprise, de l'équipe, de l'ambiance. Et au fil des entretiens, le candidat va se rendre compte que ce qui est expliqué sur les beaux slogans et les beaux panneaux publicitaires n'est pas forcément la même chose que ce qui est vécu en interne, quoi. Et du coup, pour toi, quelles sont un peu les 2-3 erreurs majeures que font les entreprises quand elles travaillent leur marque employeur, mais sans vraiment y croire, ou peut-être sans cohérence, je ne sais pas. Aujourd'hui, déjà, il faut remettre le truc dans sa globalité. C'est-à-dire que quand tu parles de marque employeur, la marque employeur, pour moi, c'est un grand mot, mais au final, si tu prends le côté structurel, c'est une toute petite partie d'un framework que nous, on appelle le framework AAER, qui est issu du framework classique de gross marketing, qui est le framework ARRR. C'est-à-dire qu'en gros,
tu as un framework qui s'appelle AER, qui veut dire que tu dois travailler l'ensemble du fil de ta gestion du candidat collaborateur au fil de l'eau à travers une méthodologie. La méthodologie, c'est celle qui travaille l'acquisition, donc c'est le premier A, l'activation, c'est le deuxième A, l'expérience candidat, c'est le E, l'engagement collaborateur et la recommandation. Tous ces aspects-là, en fait, c'est ce qui te fait un cercle de vie au sein de l'entreprise. Donc, c'est-à-dire qu'au-delà de la marque employeur, tu vas gérer chaque moment de vie dans ton entreprise en avant et en après, en pré et en post, du candidat à travers un système de communication qui est optimisable et qui s'auto-alimente l'un avec l'autre. Je vais passer sur ce sujet parce que c'est pas le but de l'échange, c'est pas la question tout de suite. Et tout ce système-là, en fait, fait en sorte que tu vas beaucoup plus loin que la marque employeur en tant que telle. Mais ça correspond, en général, à une globalité d'un terme générique qui va être l'employer branding, on va dire, tu vois, de manière d'un point de vue externe ou interne. La marque employeur, à l'intérieur de ça, c'est une petite partie qui va plus être basée sur le côté activation. C'est-à-dire qu'en gros, tu vas te dire, OK, une fois que mes candidats ont vu que je voulais recruter, avant qu'ils postulent, il va falloir que je les séduise. Et cette partie-là, ça va être l'aspect qu'on appelle aujourd'hui marque employeur, qui va être le fait de diffuser tes informations sur ton site carrière, sur les réseaux sociaux et ainsi de suite. Mais d'un point de vue plus global, on est vraiment sur cette méthodologie. Pour répondre à ta question, les erreurs principales qui sont faites, pour moi, il y a la première, c'est celle que je t'ai dit tout à l'heure, c'est que les gens, en fait, ne se connaissent pas. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression qu'ils se connaissent, mais ils ne se connaissent pas. Et ils ne sont pas capables, en fait, de dire ce qu'ils sont en mesure de délivrer comme aventure à leurs futurs collaborateurs, à leurs candidats, à leurs futurs collaborateurs. Ça, c'est quelque chose qui est très problématique parce qu'en fait, ils ne posent pas de questions quand ils vont faire leur marque employeur. Ils ne posent pas de questions aux bonnes personnes. Donc ça, c'est le premier point, c'est-à-dire qu'ils déterminent leur marque employeur ensemble. C'est très souvent le cas. Donc quand tu détermines une marque employeur, en fait, tu dois avant toute chose, quand tu détermines un socle de base, tu dois avant toute chose travailler ton EVP, donc ton Employee Value Proposition. Et ton Employee Value Proposition, elle se travaille avec, certes, la direction, mais elle se travaille avec les managers, elle se travaille avec les collaborateurs, elle se travaille avec tout le monde pour savoir réellement quelle est la promesse que tu vas pouvoir faire à tes candidats. Mais la promesse réelle, celle dont tu parlais, tu vois, celle qui est souvent galvaudée, mais pas forcément, tu vois, de mauvaise foi. C'est juste parce que les gens, en fait, ne le voient pas, parce qu'ils Non. ne l'ont pas cherché, ils ne l'ont pas travaillé. Donc ça, pour moi, c'est le premier point. Le premier point le plus important, c'est vraiment de savoir qui on est, et donc d'être en mesure de travailler, de structurer correctement une Employee Value Proposition. Le deuxième point, ça va être qu'il y a zéro immersion. Le deuxième point, on va dire plutôt, allez, je reprends au départ, parce que je pourrais t'en donner 10 des points, mais je vais t'en donner 3. Le deuxième point, ça serait plutôt, que les personnes veulent recruter tout le monde. Ça, c'est un gros problème. C'est-à-dire qu'en gros, tu vois, ce souci qu'il y a de vouloir toujours avoir des candidatures, vous devez l'avoir avec votre job. Complètement. C'est ça, on veut des candidatures, tu vois, c'est mauvais. Parce que ça veut dire que tu essayes d'attraper tout le monde. Et quand tu essayes d'attraper tout le monde, ça veut dire que tu essayes d'être le plus généraliste possible et tu essayes de faire plaisir à tout le monde. Mais au final, on s'en fout d'attraper tout le monde. On veut juste attraper les bonnes personnes et celles qui restent. Et ça, c'est ce que les entreprises, tu vois, ont tendance à oublier. Et donc, du coup, elles ont tendance un petit peu à se travestir pour pouvoir se dire, OK, je suis un peu plus jolie que ce que je suis aujourd'hui, que ce que je suis en réalité, parce que je vais attirer du monde. Mais en fait, c'est dramatique. Parce que non seulement tu n'attires pas les bonnes personnes, mais en plus, tu fais ce que tu dis, c'est-à-dire que tu crées de la déception après, par la suite. Donc, c'est-à-dire que tu attires des personnes qui ne sont pas forcément dans ton ADN, et même les personnes qui sont dans ton ADN, tu vas les décevoir parce que tu leur auras promis trop de choses. Donc ça, c'est le deuxième point qui est hyper important. Et le troisième point, c'est ce que j'allais te dire, c'est qu'il y a zéro immersion. Et ça corrobore en fait le deuxième, c'est-à-dire que, en gros, aujourd'hui, on ne propose pas, on est très plat dans ce qu'on va proposer comme contenu. On va être très corpo, très montrer les choses qu'on sait faire, les choses qui sont bien et tout. Mais en fait, on n'immerge pas. Il faut être immersif dans tout ton process de recrutement pour pouvoir faire en sorte de montrer à tes candidats et tes futurs collaborateurs la réalité du terrain. Être immersif, ça veut dire cliver, mais cliver dans le bon sens du terme. Ça veut dire montrer aussi les choses qui ne vont pas, montrer ce qui va être négatif, montrer le quotidien qui ne va pas toujours être cool, être vraiment purement transparent dans ce que tu as à proposer. Être immersif, non seulement ça permet de fidéliser un maximum ceux qui sont dans ton ADN, mais ça permet aussi de repousser ceux qui ne le sont pas. Ça fait en sorte d'avoir peut-être moins de candidatures, mais des candidatures qui sont souvent beaucoup plus qualifiées, et surtout de baisser le turnover à 12 mois qui est primordial. Donc, tu m'as demandé 3, vas-y, je t'en donne 3. T'en sortir 25 autres. Du coup, ça génère 1 million de questions dans ma tête, donc il faut que je structure tout ça. On va d'abord commencer par l'attractivité. Donc, tu parlais de la page carrière.
Alors moi, au début, pour prendre l'exemple concret de Welcome to the Jungle, par exemple, je te parle de ça, il y a 10 ans, Gentis a créé sa page carrière sur Welcome to the Jungle. Ils sont venus filmer en entreprise, chacun devait parler, je ne sais même plus si on dit devant ou derrière la caméra, j'ai un doute. Je parle Ça devant dépend. ou derrière? Toi, t'es Bon, bref. devant. Bon, bref. Et donc, et là, on explique qui on est, quel est mon poste, pourquoi je travaille chez Gentis, où j'ai fondé Gentis. Et finalement, ce sont des vidéos qui sont très sympas, des photos de moi en train de faire du ping-pong et de boire un petit café à la machine à café. Maintenant, quand on regarde 10 ans plus tard, est-ce que tu penses que tu es plus en faveur d'un programme, on va dire, d'ambassadeurat sur LinkedIn avec des personnes qui communiquent en continu autour de l'entreprise, ou alors est-ce que tu es plutôt team, entre guillemets, Welcome to the Jungle, sans vouloir nuire évidemment, ou alors c'est vraiment un savoureux mélange des deux qui va faire qu'on va attirer, parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui toutes ces vidéos sont un peu vues et revues, et est-ce qu'il ne vaut pas mieux une certaine spontanéité sur les réseaux sociaux et je sais pas, dis-moi. En fait, il y a plusieurs réponses à ta question. Parce que il y a l'idéal et il y a le niveau de maturité d'une entreprise. C'est deux choses qui sont différentes. Welcome, c'est un outil qui est très bien. Nous, on vend beaucoup de Welcome dans l'agence, tu vois, à beaucoup d'entreprises, et il n'y a pas de souci. C'est un outil qui est très bien comme première base, comme base stable de travail de ta marque employeur. Maintenant, il est certain que le modèle de Welcome, c'est de faire de l'industrialisation. Donc forcément, comme tu dis, les vidéos qui sont dessus sont vues et revues. Oui, c'est leur business model qui est comme ça. Tu peux pas Le script trop est le t'en même pour tout le sortir. monde. Enfin, les questions Tu peux sont pas les t'en mêmes. sortir. Et en l'occurrence, ils peuvent pas faire en sorte de changer le système, parce que s'ils changent le système, ça veut dire qu'ils favorisent certaines entreprises par rapport à d'autres. Donc ça veut dire que ça serait, à un moment donné, les entreprises qui auraient plus d'argent seraient plus valorisées sur le Welcome et pas les autres. Et donc du coup, ça casserait un peu le système classique. Ça devient Donc ils biaisé, peuvent quoi. Ouais. C'est ça. Donc, ils ne peuvent pas en sortir. Donc, ça veut dire que c'est très bien pour une base de travail. C'est très bien pour pouvoir attirer une certaine typologie de personnes parce qu'ils ont une belle audience Welcome avec des personnes qui viennent sur leur Bien site. sûr. Tout. Ils ont une très belle audience. Donc, c'est très bien pour être dessus. C'est très, très bien pour les entreprises qui commencent leur travail de marque employeur parce que c'est une première base qui est hyper accessible, qui n'est pas très onéreuse et tout. Donc, c'est une très bonne chose. Maintenant, il est certain que quand tu développes ta marque employeur réellement, quand tu as un ADN fort, c'est pas suffisant. Il faut faire autre chose qui puisse permettre de transpirer qui tu es, ton ADN, ta culture, qui soit réellement, encore une fois, plus immersif, qui soit plus bougeant, qui soit plus dynamique, qui soit dans d'autres environnements, qui représente qui tu es. Donc ça, c'est pour répondre à ta question sur Welcome. Welcome, c'est bien, mais à un moment donné, ça a ses limites. Tu vois, donc ça veut dire qu'il faut le compléter. Il faut pas l'enlever, il faut le compléter. Le deuxième point, c'est est-ce que la recommandation, enfin, est-ce que le côté employee advocacy est aujourd'hui plus important? Il est complémentaire. Pourquoi? Parce que ton socle, ton site carrière, ou Welcome si tu n'as pas de site carrière, mais ton site carrière, en fait, sera toujours une zone de repli. C'est-à-dire que les candidats, à un moment donné, viendront sur ton site carrière. Que ce soit pour finaliser leur postulation, que ce soit pour récupérer ta politique RH, que ce soit pour récupérer des informations qu'ils veulent avoir, ils viendront sur ton site carrière. Donc celui-ci, il est primordial, il est ultra important. Par contre, il est vrai qu'on arrive à une époque d'une génération qu'on appelle la Truth Generation, qui est la génération vraiment de la vérité et qui est encore plus exacerbée ces dernières années avec l'arrivée de l'IA, tu vois, qui fait que aujourd'hui, ta parole d'entreprise, en fait, n'est pas parole d'évangile. Clairement, elle ne fait pas foi aux yeux des candidats. Et c'est là, en fait, où toute ta partie employee advocacy va avoir une importance énorme. Parce que l'autorité, la crédibilité de tes collaborateurs va corroborer la crédibilité de tes propos à toi. Ou de temps en temps, en fait, va pointer l'accent sur des choses qui ne vont pas, que tu n'as pas forcément mises en avant, que tu n'as pas occultées, mais que tu n'as pas mises en avant et qui amènent justement cet esprit de crédibilité. Pourquoi? Parce que tu leur as laissé la parole. Donc les deux sont primordiaux. Il faut les faire de manière conjointe et surtout à différentes étapes. C'est très compliqué de laisser la parole à tes collaborateurs si tu n'as pas structuré avant ta base de communication. Il faut avoir structuré sa base de communication et après, tu peux laisser la parole à tes collaborateurs. Le deuxième point qui est hyper important sur l'employé advocacy, c'est qu'il faut vraiment leur laisser la parole. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire comme font certaines boîtes en disant « j'ai créé un pool d'ambassadeurs ou d'ambassadrices, c'est trop cool, je leur file du contenu toutes les semaines et ils le postent ». Aucun intérêt. Non, il ne faut Aucun pas les intérêt. brider, quoi.
Oui. Non, il faut rien leur donner. Clairement, il faut les laisser faire. Il faut que tu leur donnes potentiellement des informations qu'ils n'ont pas sur la boîte pour leur dire, bah tiens, si tu veux, sache qu'il y a eu ça. Tu fais pas, tu t'en sers pas. Il faut pouvoir les aider, les animer. Il faut animer ton pôle d'ambassadeur. Nous, on le fait très bien avec une fille aussi qui s'appelle Charlène Emery, je ne sais pas si tu connais, Ah oui, bien qui est une sûr. Ouais. spécialiste de l'ambassadeur, donc on travaille beaucoup avec elle dessus, et qui va animer en fait comment dire, ces poules d'ambassadeurs. Et il le fait très bien, mais les gens parlent eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils donnent leur avis. Et c'est ça qui est important. Et c'est ce qui va permettre aussi, tu sais, le troisième point que je t'ai dit juste avant, c'est ce qui va permettre un format d'immersion. Et cette immersion, elle est nécessaire. Donc il faut absolument leur laisser la parole. Donc je t'ai fait une réponse un peu de normand, c'est-à-dire que c'est pas l'un, pas l'autre, c'est les deux à d'autres moments, à différents niveaux. Oui, finalement, c'est un peu une combinaison. Ça va être une combinaison de différents outils. Euh, alors, une fois qu'on les a attirés, on va rentrer dans le processus d'entretien. Est-ce que là, ton agence émet des recommandations sur comment conduire des entretiens avec les candidats pour toujours dans cette vision de marque employeur? Alors nous, notre travail, c'est pas de vous former au recrutement. Pour ça, il y a des gens qui Non. sont très bons là-dessus. C'est des gens qui sont très bons, des gens aussi pareil, des amis avec lesquels on travaille beaucoup, qui s'appellent par exemple Léo Bernard et Élise Moron, je sais pas si tu connais, Tam qui ont tam. monté Ouais, exactement, Léo Bernard Tamtam et Élise, qui ont comment dire, une entreprise qui s'appelle Blendy, qui font de la formation au recrutement et qui sont très bons sur tous ces aspects-là. Nous, on va aider plutôt sur l'aspect communicatif, encore une fois, du sujet. L'expérience qu'on appelle l'expérience candidat. La partie où la personne a postulé jusqu'au moment où tu l'as off-boardé dans le process de recrutement ou jusqu'au moment où tu l'onboard chez toi. Toute cette partie-là, on va pouvoir vous aider et ça, c'est quelque chose qui est primordial et qui est souvent oublié. Pourquoi? Parce qu'on a tendance à dire, la personne a postulé, c'est bon, c'est fait, elle est intéressée pour venir chez nous, feu. Non, la personne, elle a postulé parce qu'elle est intéressée, elle est intriguée par le poste. Elle ne va pas forcément venir chez toi. Les gens oublient trop souvent que l'entretien, en fait, c'est vraiment les deux phases. C'est et le candidat doit séduire l'entreprise et l'entreprise doit séduire le candidat. On arrive vraiment sur ce côté date, tu vois, qui est qu'on doit avoir cette rencontre amoureuse et ce match qui doit se créer. Et ce match, tu ne peux pas le créer si jamais tu ne crées pas, en fait, l'ensemble de l'univers et de l'environnement qui peut favoriser justement cette liaison. Et donc ce côté expérience candidat, il est primordial. Il est ultra primordial pour les entreprises et encore plus pour les entreprises qui, en termes de business, font du B2C. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'il y a une stat qui explique que 37% des candidats et des candidates qui ont eu une bonne expérience candidat repostulent à l'entreprise même s'ils sont refusés. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose, ça a travaillé ta marque employeur. Il y a une autre stat qui est le pendant qui dit que 58% des candidates et des candidats qui ont une mauvaise expérience candidat se détachent de la marque. Je ne dis pas de la marque employeur, se détache de la marque. C'est-à-dire que tu es une entreprise B2C, tu crées une mauvaise expérience candidat, non seulement les gens ne repostuleront pas chez toi, mais ils ne reviendront pas dans ton magasin. Et ils n'achètent pas, ils Ils n'achètent n'achèteront plus chez toi. Donc, c'est-à-dire que c'est primordial cette gestion de l'expérience candidat. Et c'est pas seulement répondre aux mails, c'est vraiment créer un lien qui fasse que tu considères. Les entreprises oublient trop souvent que l'acte de candidature est un acte fort. C'est quelque chose qui, pour beaucoup, est quelque chose qui est compliqué, c'est engageant, comment dire, c'est vraiment impactant. C'est émotionnellement pour certains, c'est quelque chose qui est très fort. Et la considération ou la non-considération qu'il y a derrière, elle est primordiale. Tu sais qu'il y a une stat qui dit qu'il y a 40% des personnes qui ont répondu à une étude qui se sont déjà vues ne pas avoir eu de réponse totale après un entretien. C'est-à-dire qu'on parle d'entretien, on ne parle même pas de candidature, tu vois, on parle d'entretien. Des gens qui ont passé un entretien, qui sont venus, qui se sont déplacés, qui ont pris sur leur temps, qui ont passé 1 heure ou 2 à faire un entretien, zéro réponse derrière. La base de la considération, en fait, elle est là. Et si jamais tu considères comme ça, en plus en termes de marque employeur, tes candidats, on peut imaginer ce que tu dois faire avec tes collaborateurs. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que cette phase-là te permet encore de revenir sur ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire d'immerger. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, en fait, dans ta phase d'expérience candidat, tu dois faire en sorte de non seulement donner toutes les billes possibles pour que la personne comprenne ce qu'elle va faire, et aussi commencer à intégrer potentiellement tes collaborateurs. Alors pour toi, c'est compliqué parce que toi, vous avez le job, vous êtes en externe, mais quand tu es une entreprise interne, essayer d'impliquer tes collaborateurs dans le recrutement, c'est quelque chose de primordial. Non seulement ça apporte de la reconnaissance en interne à tes collabs en tant que tel, mais aussi ça permet, tu vois, de pouvoir sentir certaines choses. Le recrutement ne se fait pas au feeling, mais il n'empêche que
la personne qui va être recrutée va bosser avec les personnes au quotidien. Donc avoir aussi un petit peu cette connexion, essayer de créer ce match aussi à ce moment-là, il est important. Donc toute cette phase d'expérience candidat, il y a plein d'autres manières de faire, il y a la manière de gérer les mails, la manière de gérer le process et toutes ces choses-là qu'on va travailler, mais toute cette partie process-là, tu vois, là on va pouvoir aider et là il y a beaucoup de choses à faire. Et après il y a la partie dont tu parlais, structuration des entretiens, la manière de les mener, ça c'est moins notre travail, mais c'est plus le travail d'autres personnes qui le font très bien, comme je te le disais, comme Léo et Elise. Vous n'avez pas besoin de plus de candidatures, vous avez besoin de meilleurs matchs. Weekly filtre, comprend et sélectionne les profils qui feront la différence. Fini les heures à trier des CV. Commencez à recruter intelligemment sur weekly.io, wiggli.io. Et du coup, voilà, j'ai passé tous les entretiens dans Entreprise X. Me voilà à mon premier jour. Dans la boîte. Il y a des stats très très fortes qui disent effectivement que le premier jour, la première semaine a un impact direct sur la rétention. Quel est toi ton soutien envers les boîtes par rapport à ce fameux premier jour, première semaine qui ressemble finalement à une rentrée d'école. Donc c'est toujours des moments clés en termes d'intégration et je vais te donner vraiment un des plus gros fails de l'histoire de Gentis. Ça restera entre nous évidemment. Mais nous donc premier jour, une équipe de recrutement à Bruxelles et il y a une fille qui commence et voilà, les premières heures se passent bien et il y a un lunch d'équipe le midi. Et figure-toi qu'ils l'ont complètement oublié. Et donc, au final, elle se retrouve pendant 30 minutes à attendre dehors, alors qu'en fait, l'équipe est déjà en train de manger au resto. Ça finit en pleurs dans les toilettes. Et effectivement, les statistiques ont eu raison et ont vu juste, puisque 3 semaines après, elle était partie, quoi. Et vraiment, le fail. Et à partir de ce jour-là, on a énormément travaillé sur notre onboarding. Donc, quel est toi ton recul, ta vision par rapport à ça? Encore une fois, tu vois, on peut pas dire qu'il y a telle ou telle manière d'onboarder, parce que ça dépend vraiment purement des boîtes, ça dépend de ton métier, ça dépend de plein de choses qui sont dessus. Le truc principal déjà, c'est de savoir que il faut quoi qu'il se passe que tu aies un référent dans ton onboarding qui aurait évité là, ton système-là. Ouais. Ça, c'est obligatoire. Il faut que ton onboarding soit cadré, il faut que chaque personne sache qui fait quoi, et de chaque moment sur la phase d'onboarding, en fait, que tu aies une personne qui soit référente par rapport à la personne qui rentre. Ça, c'est obligatoire, et ça se fait de manière, on va dire, relativement simple. Hein. C'est ton tableau, tout le monde est au courant, et tout le monde vient dessus. Après, ton onboarding, vraiment va dépendre de ta boîte, mais je pense que le truc qui est encore plus important, c'est ta phase de pré-boarding, tu vois, qui se développe de plus en plus, c'est-à-dire ton onboarding avant l'onboarding en tant que tel. Parce que souvent, en fait, le truc qui se passe aussi, c'est que les gens arrivent et ils sont un petit peu, tu vois, ils ont peur, ils arrivent dans la nouvelle boîte, ils savent pas, les gens ne les ont pas vus, ils connaissent pas le planning, ils connaissent pas leur équipe, ils savent pas tout ça. Ils savent pas où s'asseoir. Non, c'est ça, ils savent rien. Si concrètement dans une autre boîte, c'est ça. Des fois, les gens ont même oublié qu'ils allaient arriver, ils pensaient qu'ils allaient arriver la semaine dernière, la semaine prochaine et tout, ainsi de suite. Enfin, juste, c'est pas possible. Donc, du coup, tu vois, cette phase de pré-boarding, elle est primordiale et elle va en fait dans le sens de ce que je te disais, qui est quand tu es une boîte, tu peux intégrer tes collaborateurs au recrutement, ce qui fait que déjà les gens se voient, se rencontrent, ils ont une première approche, donc déjà c'est plutôt une bonne chose. Et la deuxième chose, c'est qu'en gros, cette phase de pré-boarding, elle doit arriver généralement entre 1 et 2 semaines avant l'intégration. C'est-à-dire qu'en 1 à 2 semaines avant l'intégration, tu vas commencer à communiquer avec la personne et avec tes équipes en interne. Parce qu'il ne faut jamais oublier que l'onboarding, c'est un événement pour la personne qui arrive, mais c'est un événement pour les personnes qui reçoivent. Et c'est pareil, c'est un peu comme, tu vois, quand tu fais, je te parlais tout à l'heure de l'offre d'emploi, c'est un peu comme quand tu fais ton offre d'emploi toujours en pensant à l'externe, jamais en pensant à l'interne. Quand tu travailles ton onboarding, en pensant à la personne qui va arriver, mais tu ne la travailles pas en pensant à la personne qui sont là. Mais les deux, tu vois, sont primordiaux. Donc en gros, ton pré-boarding, tu vas le faire pendant 1 semaine avant et tu vas dire, OK, je vais commencer à envoyer des mails pour expliquer à la personne qui va arriver comment ça se passait. Mais je vais aussi mettre les personnes qui sont dans sa future équipe dans la boucle, son manager dans la boucle. Et puis, je vais commencer aussi à préparer l'équipe en interne pour leur dire, écoutez, n'oubliez pas,
il y a Sophie qui arrive dans une semaine. Voilà, je vous balance la photo de Sophie, vous puissiez la voir. Bah tiens, je vous envoie son profil LinkedIn. Bah tiens, je vous fais un petit peu le rapport de l'entretien qu'on a fait, comme ça vous pouvez voir un petit peu qui elle est. Et puis on fait un petit point la semaine d'avant avec l'équipe en interne pour dire bon ben voilà, on la met où, comment ça se passe et tout. Le process d'onboarding était prévu comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'en fonction de votre charge de travail et de ce qu'il en est, on est d'accord, on le maintient comme ça ou est-ce qu'on le fait évoluer? Tu vas t'échanger un petit peu avec l'équipe pour pouvoir voir comment tu mets ça et tu intègres, entre guillemets, la semaine avant son arrivée, tu intègres la nouvelle personne qui va arriver avec l'équipe. Et si en parallèle, tu fais la même chose avec la personne en question, elle arrive, elle est déjà un petit peu dans le flow parce qu'elle a reçu des mails réguliers, donc ça veut dire qu'elle s'est, comment dire, elle s'est un petit peu acculturée au fait d'avoir des relations avec les membres de l'équipe, et du coup ça vient. Et ça te fait un onboarding qui est un peu plus en douceur, c'est-à-dire que ça te fait un onboarding où la personne, quand elle vient, ben, elle n'a pas l'impression d'arriver sur son premier jour. Elle a l'impression d'arriver en fait sur une continuité et quelque chose qui est un petit peu plus fluide et un petit peu plus espacé. Et ça, je pense que c'est primordial. Ce concept de pré-boarding, ça fait longtemps qu'il a été développé, mais il commence vraiment un petit peu comment dire, à être bien pris en compte par les entreprises depuis quelques années. Je pense que vraiment, c'est comment dire, le pan qui va faire réussir un onboarding, clairement. Ok, ok, mais vachement, vachement intéressant en tout cas. Lié évidemment directement à l'onboarding, comme on le disait, la rétention. Dans son ensemble, est-ce que tu penses que la marque employeur, tu as déjà plus ou moins répondu au début, mais est-ce que la marque employeur peut avoir un impact sur la rétention, direct ou indirect? Ouais, parce que en fait, le principe déjà de base de la marque employeur, c'est le fait de se dire que tu dois montrer à l'externe ce qui se passe en interne. Donc, c'est-à-dire que, en gros, ta marque employeur, normalement, doit apporter de la reconnaissance à tes collaboratrices et tes collaborateurs. Ouais. Parce que tu dois les mettre en avant. C'est eux que tu mets en avant, c'est pas toi. Et le problème, tu vois, pareil, trop souvent, des marques employeurs qui sont vues et qui sont revues, c'est que tu vas montrer, en fait, tiens, c'est bien, on a fait un super séminaire ici, tiens, c'est bien, on a eu tel label, tiens, c'est bien, on a fait ça. On s'en fout, clairement, on s'en fout. Ça te fait plaisir à toi parce que, ok, tu as eu ton label, c'est une bonne chose, mais on s'en tamponne. Et la personne qui va venir chez toi, elle s'en fout aussi parce que sera pas son quotidien. Ou si jamais tu lui montres tout ça, elle va avoir l'impression que tu fais que des séminaires et donc là, elle va arriver, elle va être déçue, hein, clairement. Donc, du coup, il faut montrer plutôt le vrai quotidien. Il faut montrer les jobs, il faut montrer les gens, il faut montrer ces choses-là. Et donc, ça, déjà, c'est une première manière d'apporter de la reconnaissance à tes collaborateurs en interne, tes collaboratrices en interne. Donc, ça joue sur la rétention. Parce que cette considération, en fait, joue sur la rétention. Et à partir du moment où tu montres le travail de tes collaboratrices sur les réseaux sociaux, par exemple, c'est-à-dire que tu es fier d'eux, tu es fier d'elles. Et c'est-à-dire que tu peux montrer un petit peu ce qu'il en est. Donc, ça, déjà, c'est une première phase. La deuxième phase, c'est que pour nous, en fait, dans le travail de la marque employeur, il y a toute la partie, ce qu'on appelle expérience collaborateur. Cette expérience collaborateur, tu as cet engagement collaborateur, cette expérience collaborateur, elle est primordiale pour deux points. Elle est primordiale déjà pour favoriser la fidélisation, et plus la fidélisation que la rétention, parce que ces rétentions, ça fait un petit peu je te retiens, quoi, tu vois. C'est plutôt Ouais. le terme de fidélisation. Elle est favorable pour favoriser la fidélisation et l'engagement des collaborateurs, mais elle nous dit beaucoup aussi sur les choses à faire évoluer, sur les choses à mettre en avant ou pas, et la manière de communiquer à l'externe. Et donc pour faire ça, on a l'habitude de faire ce qu'on appelle une expérience map. C'est un petit sujet classique en marketing, qui est qu'on va poser des questions. Donc on va faire un questionnaire sur lequel on va poser des questions aux collaborateurs sur chaque partie de leur moment de vie au sein de l'entreprise. Donc tu vas découper en fait les moments de vie au sein de l'entreprise. Ça va être l'arrivée dans l'entreprise, ça va être la prise de poste, ça va être la gestion, la liaison avec les clients, liaison avec les collaborateurs, leur pause déjeuner, les trucs et tout. Chaque moment, en fait, chaque étape de leur journée, chaque étape de leur semaine, tu vas la découper en petits morceaux et tu vas leur dire, bon, ben voilà, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que tu as des frictions? Est-ce qu'il y a des trucs qui sont améliorés? Est-ce que si? Est-ce que ça? C'est plus Et un point de c'est vue. qui va lui demander? C'est qui Tu qui fais un demande? questionnaire. Ah, Tu tu fais un l'envoies par questionnaire. écrit. Ouais, ouais, tu fais un questionnaire anonyme, toujours anonyme, Ouais, pour c'est pas ça. qu'il y ait de... Parce que c'est le genre de choses, sinon tu peux poser en entretien annuel, tu vois. Mais ça, enfin, tu peux le poser en entretien annuel, mais il faut toujours le faire de manière anonyme parce qu'il y a des choses qui ressortiront. Donc tu fais un questionnaire libre, hop, tu laisses poser. Une fois que tu as toutes les réponses, tu t'aperçois qu'en fait, tu vas avoir des choses à faire évoluer. Et ces choses à faire évoluer, en fait, tu fais un double classement. Tu fais un classement sur la facilité de mettre en place les actions et un classement sur l'impact des actions. Et une fois que tu as fait ce double classement, ça te donne une roadmap pour faire évoluer ta politique RH en interne. Et toi, d'un point de vue communicatif, ça te fait comprendre sur quoi il faut que tu communiques et les intérêts
comment dire, comment dire, et les points de friction potentiels sur lesquels il faut que tu fasses attention. Donc, tu vois, ça te donne un double jeu, un jeu RH et un jeu communication qui peut être intéressant. D'un point de vue RH, ça peut être hyper intéressant dans le sens où, de temps en temps, on ne se rend pas compte, mais il y a des tout petits points de friction qui, si jamais ils sont débloqués, en fait, peuvent vraiment changer le quotidien des gens, alors que c'est 3 fois rien à faire. C'est juste que tu le sais pas. Tu vois, je te donne un exemple qui est type quand tu habites dans des grandes villes. Quand tu habites dans des grandes villes, il y a des boîtes qui disent, bon, bah écoute, voilà, tu dois être au bureau à 9 heures. Point barre. Terminé, c'est tu dois être au bureau à 9 heures. Ça se trouve, la personne, elle va te dire, bah écoute, moi, par exemple, j'arrive au bureau à 9 heures, c'est hyper relou, j'ai 1 heure de trajet, mais si j'arrivais à 9h30, j'aurais une demi-heure de trajet. Tu vois, parce que du coup, tu zappes tous les bouchons, tous ces trucs-là et tout. Ben, ne serait-ce que changer ça, tu vois, ça c'est un truc qui est tout basique, tout bête et tout. Le fait que de changer ça, qui va pas du tout changer la journée de la personne, ben, va pourtant changer complètement sa condition de travail. Tu vois. Donc cette expérience map, elle est hyper importante pour le développement des RH. Et pour nous, d'un point de vue communication, ça nous permet en fait de savoir où est-ce qu'on doit mettre l'accent. C'est ça. Ok, parfait. Et je dirais de manière générale, dans l'expérience collaborateur, quand on travaille avec une agence comme la tienne, est-ce que c'est vraiment une mission ponctuelle ou bien est-ce que c'est plutôt un travail, une mission en continu, on va dire? L'expérience collaborateur, c'est un travail continu parce qu'en fait, il faut savoir. Alors, nous, on peut intervenir ponctuellement, il n'y a pas de sujet, hein, on intervient ponctuellement, on te pose une stratégie, on te donne des bases et tu peux les travailler tout seul, il n'y a pas de problème. Mais en gros, nous, on est dans un état d'esprit qui est l'état d'esprit du marketing et du gros marketing. Et en fait, on est dans un état d'esprit qui est itératif. C'est-à-dire que tu dois toujours, comment dire, tester des nouvelles choses et toujours regarder ce qui se passe et comment les choses évoluent. Parce que ton expérience collab d'aujourd'hui ne sera pas la même que celle de demain, tu vois. Et il y Non. a toujours des choses à améliorer. Et si tu restes figé sur ton aspect à te dire, bon, bah écoute, ok, j'ai raison, c'est bon, on peut y aller feu, c'est mort. Ça ne veut pas dire que tu as tort. Ça veut juste dire qu'en gros, tu dois dire, ok, aujourd'hui, je pense que c'est ça qu'il y a de mieux à faire. Et tu le fais. Et tu testes et tu avances. Et après, dès que tu as d'autres idées, tu testes d'autres idées. Dès que tu vois des points de friction, des points comment dire, de blocage, tu essaies de les détourner, tu essaies de les contourner, tu essaies d'avancer sur plein de points. Donc, que ça soit en interne ou en externe, de toute façon, c'est toujours du travail constant. Nous, on n'est pas obligé d'intervenir constamment, on peut intervenir ponctuellement sur plusieurs phases, et ainsi de suite, mais il faut juste l'avoir dans la tête. Il faut que les gens qui veulent travailler ces aspects-là aient dans la tête que, de toute façon, c'est un travail qui est en constante évolution. Et alors, d'autant plus à notre époque, où dans tous les cas, le marché du travail est en profonde mutation, mais réellement en profonde mutation, que ce soit au sein des entreprises, au sein des candidats, c'est dans une mutation qui est à une vitesse qui est extrême. Il faut justement ne jamais rester comment dire, sur ses positions, sinon c'est mort. Ça ne veut pas dire que ta boîte doit changer tous les 4 matins d'ADN et de culture, pas du tout. C'est la manière en fait de la présenter et d'appréhender les différentes parties prenantes pour pouvoir justement les toucher au mieux, que ce soit les candidats, les collaborateurs ou autres. Oui, c'est reformulé aussi avec l'ère du temps parce que les codes changent très vite de com aussi. Donc, non, c'est vrai, il faut se réinventer, mais sans forcément changer l'ADN ou la culture. C'est Pour ça. une entreprise de taille moyenne, sans énorme budget marque employeur, quel serait toi ton conseil numéro un pour démarrer concrètement? Bah, t'as pas forcément toujours besoin de gros budgets marque employeur, hein. En gros, je pense qu'il faut juste se dire, il faut qu'on soit honnête avec ce qu'on sait faire, avec les moyens qu'on a, avec les ressources qu'on a. Et à partir Mm. du moment où on est honnête avec les moyens et les ressources, on fait avec ce qu'on a. Si t'as pas de ressources, tu vas pas te créer une web série sur YouTube. Si t'as pas comment dire, de personnes qui sont digitalisées chez toi, tu vas pas te dire, bah tiens, je vais créer un programme d'employé advocacy sur LinkedIn. Ça n'a aucun sens. Il faut vraiment avoir conscience de qui on est. La première étape, c'est vraiment celle-ci. C'est vraiment savoir qui on est, se découvrir réellement et poser les jalons de, OK, notre ADN, notre culture, c'est ça, et la cible qu'on veut toucher, c'est ça. Pour moi, c'est vraiment la première base, et c'est de toute façon ce qu'on fait très généralement. C'est vraiment cette forme, entre guillemets, d'audit qui va nous permettre d'aller déceler à l'intérieur des processus RH, des politiques RH, de ce que les gens ont vécu, de quelques questionnaires avec les collaboratrices et les collaborateurs, et de déceler un petit peu les cibles par rapport à une étude de marché, comprendre un petit peu quelles cibles sont, que ce soit d'un point de vue géographique, sectoriel ou quoi. Ça te donne la base, parce qu'une fois que tu sais qui tu es et à qui tu veux parler, bah, tu peux trouver les canaux et les sujets, et à partir de ce moment-là, tu fais tes choix
qui sont des choix en fonction de tes ressources et de ton budget. C'est-à-dire que je sais qui je suis, je sais à qui je veux parler, je sais quel serait l'idéal. Bah maintenant, après, je vois quels moyens je mets en place et quel roadmap je me donne. Ok. Ok. Donc finalement, pas un aussi grand budget, je vais dire, que ce qu'on pourrait croire, quoi. Non, surtout qu'en plus, tu sais, c'est toujours pareil. Le vrai gros problème de la communication RH et du marketing RH en tant que tel dans les entreprises, c'est que les coûts qui sont liés au RH ne sont pas vus par les entrepreneurs, par les chefs d'entreprise. C'est le plus gros D'accord. problème, c'est un des plus gros problèmes des RH. C'est-à-dire qu'on le sait tous, pourtant, tu vois, tout le monde le sait aujourd'hui. Un recrutement raté, un turnover à moins de 12 mois, ça coûte entre 20 et 200 000 euros. Ça coûte en moyenne, et toutes les études le montrent, en moyenne à peu près 45 000 euros. Un turnover à 12 mois, un seul. Hein. On ne parle pas de deux, trois, on parle d'un seul. Le coût du désengagement par collaborateur, il a été estimé à environ 14 000 euros par collaborateur par an. Tu vois. Donc, c'est pas très dur. Tu prends un collaborateur comment dire, qui te quitte au bout de 12 mois et tu prends un collaborateur, une collaboratrice désengagée et boum, tu as 60 000 euros qui tombent dans ta poche. Je peux t'assurer qu'avec 60 000 euros, t'en fais un. T'en fais vraiment un Ah paquet. Hein. bah non, bah c'est Donc, sûr. tu vois, donc en fait, la vraie question, elle est surtout de se poser, est-ce que j'ai une vision qui va être un petit peu une vision au-dessus de ce que je vois dans mon bilan, parce que ces coûts-là ne sont pas dans le bilan en fait de l'entreprise. C'est ça tout le problème. Un chef d'entreprise, t'es chef d'entreprise, je suis chef d'entreprise, tu connais ton bilan, tu sais ce qu'il en est. À la fin du bilan, il n'y a pas marqué ton turnover et t'a coûté tant. À Non. la fin du bilan, il n'y a pas marqué ton désengagement et t'a coûté tant. Et donc du coup, comme c'est pas marqué, bah tu le prends pas en compte. Le seul truc que tu prends en compte, c'est ah bah tiens, mes RH, ils sont trois, ils sont relous, ils me coûtent tant d'argent. Ma politique de formation, elle m'a coûté tant. Mes espaces LinkedIn, Indeed et tout, ils m'ont coûté tant. C'est tout ce que tu vois. Mais tu vois pas en fait le côté qui est à côté. Et donc le fait de se dire, réussir à prendre en fait de la distance par rapport à ça et se dire, bah tiens, je vais faire en sorte de mettre de l'argent pour pouvoir derrière en gagner parce que je vais essayer de trouver et de comprendre les KPI qui sont réels dans l'impact financier des RH dans mon entreprise. Ça, c'est un travail qui devrait être fait et qui ferait comprendre à beaucoup de personnes que ben, nécessairement, comment dire, le travail du marketing RH et de la communication RH est important à tous les niveaux. Aujourd'hui, tu as une moyenne d'à peu près 18% de turnover en France. 18%, hein, c'est quand même énorme. Donc ça veut dire qu'en gros, tu vas te dire qu'une boîte classique, si jamais elle a, allez, je te dis n'importe quoi, tu es une boîte de 100 personnes, tu as un turnover de 18%, un turnover naturel, on va dire, de 8 à 10%, qui est le turnover qui est sain, et tu as un turnover qui est, entre guillemets, un petit peu subi, qui est de 8 à 10%. Donc si tu es une entreprise de 100 personnes, ça veut dire que tu as entre 8 et 10 personnes qui partent, que tu ne voudrais pas qu'elles partent, entre guillemets. Tu vois. 8 à 10 personnes, bah, tu fais le compte, hein. C'est pas dur. C'est Ouais. 400 Bah. euros. Et d'ailleurs, parce que je rebondis là-dessus, parce que on a fait donc l'attraction des candidats, le processus d'entretien, l'onboarding. Est-ce que pour toi, il y a une façon de off-boarder les employés? Parce que tu parles du turnover, tu parles aussi du fait que certaines personnes qui postulent repostulent. Il y a Mm. aussi ce phénomène d'employé boomerang qui part Mm. mais qui revient. Est-ce que pour toi aussi un offboarding rentre dans la logique des choses de la marque employeur? Alors, ça rentre dans la logique des choses. Après, c'est plus compliqué en fait à gérer parce que là, on rentre vraiment dans le processus RH. C'est-à-dire que là, on n'est Ouais. plus nous dans notre espace de communication. On peut te donner des conseils, c'est une certitude, mais on rentre vraiment purement dans le processus RH. Donc, effectivement, je suis complètement d'accord avec toi. Ça, c'est partie prenante totale du travail de marque employeur parce que c'est la finalité. C'est-à-dire que tu sais très bien qu'une personne, c'est un petit peu comme quand tu regardes des trucs de Top Chef et compagnie. Ce qui est le plus important, c'est le dessert parce que c'est sur la dernière note sur laquelle tu restes, tu vois. Bah là, C'est vrai? c'est exactement pareil. Le plus important, c'est la note sur laquelle tu restes. Donc, effectivement, c'est ce qui va jouer parce que la personne peut avoir un impact ultra négatif ou ultra positif sur ta boîte. Donc, ça, c'est. Mais encore une fois, là, tu es dans ton processus RH. Comment ça s'est fait? Comment ça s'est décelé? Quel a été le processus mis en place? Est-ce que ça a été long et tout? Et là, on intervient moins. On peut donner des conseils, mais on intervient moins. Mais oui, c'est ultra important. Ouais. Mais plus compliqué, on va dire, à Mm. cadrer, surtout dépendant de la situation, Mm. licenciement, démission, enfin, il peut y avoir C'est plusieurs exactement ça. choses qui arrivent. Un peu plus personnel, toi, depuis que tu as fondé ton agence, quel a été pour toi le moment déclencheur, la prise de conscience qui a changé ta façon de voir de manière générale le monde des RH? J'ai fait il y a une dizaine d'années, j'ai eu une demande d'un client qui m'a demandé d'avancer sur un sujet qui n'était pas RH.
qui était un sujet vraiment de market pur, sur lequel, en fait, alors que j'étais vraiment profondément posé dans les RH, qui m'a demandé de me poser de manière plus régulière, plus particulière sur tous ces aspects de marketing et de gross marketing. Je pense que ça a été un déclencheur parce que c'est là, en fait, où je me suis rendu compte que tous les aspects du market pouvaient servir au RH. Je ne sais pas si on a été les pionniers, si on est les seuls ou quoi, parce que tu sais, c'est toujours compliqué de dire ce genre de choses parce que ça serait omettre tout ce qui peut se passer derrière. Mais j'en avais jamais vraiment entendu parler et je pense que j'en ai toujours très peu entendu parler depuis ce moment-là, tu vois. Cette vision un petit peu du market RH, elle m'a été donnée à ce moment-là parce que j'ai eu cette prise de conscience qui était que tout ce que j'apprenais dans le marketing, en fait, pouvait vraiment complètement se transformer d'un point de vue RH parce que simplement, il fallait juste changer la focale et, et renverser le système qui faisait que le candidat collaborateur devenait un client. Et ça, je trouvais ça quelque chose qui était intéressant. Je dirais, ouais, franchement, c'est ça, il y a à peu près une dizaine d'années, c'est passé. Donc du coup, ça fait 10 ans maintenant que je fais du marketing RH et que j'essaye de trouver des meilleurs formats pour pouvoir le faire. Et tu vois, par exemple, une des personnes que j'apprécie le plus, et quand j'échange avec elle, elle sort des concepts qui sont hyper intéressants et hyper innovants. C'est une personne qui s'appelle Caroline Mignot. Je sais pas si tu vois qui c'est. Ah, ouais. C'est une C'est agence spécialiste du... personnelle. Ou c'est quoi? Exactement. Comment ça s'appelle? Ouais. Ouais, c'est ça, agence personnelle, exactement, qui a fondé, en fait, qui a un podcast qui s'appelle Marketing Square, qui a été au Ouais. début, qui a été genre ma Bible, quoi, tu vois. Et j'ai la chance d'échanger de temps en temps avec Caroline, tu vois, sur plein de sujets différents. Et c'est une mine d'informations parce que, en gros, comme elle avance sur des sujets marketing, qu'elle essaye de faire avancer le marketing, elle te propose des choses, elle te présente des choses qui sont pas encore sues, des tendances qui sont pas encore, tu vois, vécues. Et tu t'aperçois que toujours, en fait, c'est des choses que tu peux appliquer au RH. Donc ça, c'est quelque Ouais. chose qui est très très cool. Tu vois, par exemple, on a échangé avec Caro il n'y a pas très longtemps sur la partie communautaire, qui aujourd'hui est vraiment un aspect de développement extraordinaire du marketing et Ouais. qui est ultra important pour pouvoir développer ton système en RH, tu vois. Que ça soit au niveau du recrutement ou que ce soit au niveau de la fidélisation de tes collaborateurs. L'aspect communautaire en marketing RH, c'est un truc qui va exploser, c'est une certitude. Un candidat nous a dit récemment: c'est la première fois que je sens qu'une IA m'a vraiment compris. Ça, c'est Weegly. Parce que notre IA ne se contente pas de mots-clés, elle comprend les parcours, les ambitions et les personnes. Ah bah écoute, c'est bien, en plus tu nous donnes quelques tendances futures, génial. Justement, bonus rapide, quel livre ou ressource pardon, tu recommandes à toute personne dans les RH qui veut s'attaquer à la marque employeur? Ah, qui veut s'attaquer à la marque employeur? Eh ben, tu sais quoi? Je ne saurais pas vraiment qui veut s'attaquer à la marque employeur. Bah, tu Parce dois que en faire un alors. eh ben, on devrait en faire un. Alors attention, je dis je ne saurais pas vraiment parce que je ne l'ai pas encore lu, mais il y a Charlène Emery et Karim Ekmi, qui se Ah fait oui, appeler bien Tonton sûr. Karim comment dire, sur les réseaux, qui ont sorti un livre qui s'appelle Permis de recruter. Non, Permis de recruter, c'est celui de Léo et Élise, qui s'appelle Recruter sans chasser. Ouais. Tu vois, donc ça c'est comment dire, leur nouveau livre, enfin, le livre qu'ils ont sorti il n'y a pas très longtemps. Je l'ai pas lu encore, mais on a fait le lancement avec eux et quand j'ai vu le sommaire, je me suis dit c'est exactement ce que j'aimerais écrire comme livre. Donc apparemment, il y a beaucoup de choses à l'intérieur sur la marque employeur. Mais je pourrais pas te dire. Sinon, sur la marque employeur en tant que telle, je dirais sincèrement, honnêtement, si vous avez un petit peu de projection, allez vous poser sur tous les livres de marketing classiques réellement, Mhm. parce qu'ils vous donneront plein d'idées pour le marketing RH en tant que tel. Le podcast Marketing Square de Caroline Mignot est vraiment extraordinaire, vraiment vraiment extraordinaire. Et voilà, et ça c'est peut-être ce que je vous dirais. Et puis ouais, bon, pourquoi pas essayer d'en écrire un, on verra. Je vais d'abord lire celui de Karim et de Charlène pour voir Ouais. si dedans. Et, et pourquoi pas s'inscrire à une newsletter qui s'appelle Le Barbu qui parle RH. Ah oui, tout à fait, vous pouvez venir. On essaye de créer du contenu régulier. J'ai le podcast du Barbu qui parle RH aussi, tu vois, on essaye réellement régulièrement de créer du contenu qui soit cool, à valeur ajoutée, sur des sujets différents, tu vois. Ouais, bah Et écoute, on essaye j'ai de donner... lu sur LinkedIn là récemment, Ouais. sur la vision de LinkedIn, je trouvais ça super intéressant. Dans un autre contexte, Jean-Michel Ralleur, Ça, c'est celui du dans le jour. post LinkedIn que tu as publié ce matin, je l'ai reconnu. C'est Je ça. pense qu'on a tous un Jean-Michel dans notre boîte à un moment donné. C'est- Je te jure. Ou peu importe ce que tu feras, c'est pas qu'il râle, c'est quoi? C'est que qu'est-ce que tu disais? C'est pas qu'il râle, mais c'est qu'il râle tout court ou c'est que c'est quoi? Non, non, mais il est jamais content. Mais tu sais, nous, Il est là, jamais content.
Il est juste à côté, il est derrière là, il est juste derrière le mien. Mais je l'aime, hein. Ça fait 8 ans qu'il est chez nous, hein, mais il est juste derrière. Ouais, c'est un petit Calimero, le petit Calimero du bureau. Ouais, ça, C'est ça. bon, j'en ai aussi un ou deux. Pour terminer ce super épisode, si tu devais donner aux auditeurs des Gentis, allez, on va dire plus particulièrement justement les RH, les recruteurs, une seule chose à faire dans les 30 prochains jours, un petit levier d'activation, ce serait quoi dans, voilà, dans l'attraction ou processus, onboarding, une petite astuce qui peut déjà faire une bonne différence dans sa marque employeur. Oh, tu me poses une colle. Je te dirais, s'il devait avoir une astuce, qu'ils essayent de mettre en place tout simplement en fait deux choses. La première, c'est comment dire, une culture du feedback recruteur. Donc, c'est-à-dire en gros qu'ils mettent en place juste un questionnaire de feedback pour leurs candidats et qui mettent un petit questionnaire comment dire, de connaissance, de perception de la marque auprès de leurs collaborateurs. Juste ça, tu mets juste ça en place, ça va te donner plein d'idées de choses à faire. La culture du feedback candidat, elle est hyper intéressante parce que c'est quelque chose qui est complètement décorrélé de tout intérêt et ça montrera comment on est perçu, comment le process de recrutement est perçu, comment l'ensemble en fait de l'entreprise est perçu de l'extérieur. Donc ça, c'est plutôt cool et de l'interne aussi est bien. Je pense que franchement, mettre ça en place de manière, alors en interne, c'est un peu plus compliqué parce que quand tu mets en place un questionnaire, il faut toujours qu'il y ait quelque chose qui suive derrière, sinon tu as une déception. Mais déjà, commencer à mettre ça en place, je pense que ça peut être une bonne chose. Génial, la culture du feedback, pour moi, ça sera le point final de cet épisode. Merci Nicolas pour cette discussion passionnante. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Pour nos auditeurs, si vous voulez aller plus loin, je vous invite à suivre Nicolas sur LinkedIn, le barbu qui parle RH. Vous ne pouvez pas le rater et à découvrir ses contenus sur la marque employeur, marketing, digitalisation RH. Et à vous, chers auditeurs, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, pensez évidemment à vous abonner, à le noter, à le partager. Et on se retrouve très bientôt pour un nouveau chapitre. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté le mouton à 5 pattes. Si cet épisode vous a inspiré, surpris ou simplement fait réfléchir sur votre propre parcours, partagez-le autour de vous. Et si vous connaissez quelqu'un qui sort du cadre, qui avance à sa manière, envoyez-le moi. J'adore donner la parole à ceux qu'on n'attend pas. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Et d'ici là, surtout, n'essayez pas d'être parfait. Soyez curieux, soyez vrai, soyez un peu différent. C'est déjà ce qui vous rend unique.